Salut tout le monde et bienvenue dans le Deep Dive. On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui vous intéresse, la jurisprudence de la citoyenneté, en particulier dans le complexe de l'islam en Europe. Oui, On va se concentrer sur la question du regroupement des prières. d'accord. Alors pour ce Deep Dive, on va explorer le travail d'Abdelkrim Beramdan, la jurisprudence de la citoyenneté, le regroupement des prières. Il propose un nouveau cadre pour penser la pratique religieuse, en passant de l'idée de jurisprudence des minorités à une vision plus adaptée, on va dire, à la réalité des musulmans européens. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que Beramdan part du constat que les musulmans en Europe ne sont plus des résidents temporaires, Oui. mais des citoyens à part entière, installés en Europe depuis plusieurs générations. Oui. Le terme minorité ne reflète plus cette réalité. D'accord, donc ce changement de statut a des implications importantes sur la manière dont on aborde les questions religieuses, comme le regroupement des prières. Oui. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on explique ce qu'est une fatwa, parce que c'est un élément central dans cette discussion. Oui, une fatwa, c'est une réponse juridique donnée par un spécialiste de la loi islamique Hmm. à une question posée par un individu ou une communauté. D'accord. Donc, c'est un avis religieux qui éclaire la pratique des musulmans face à des situations nouvelles ou complexes. Et comme le souligne Abdelhamdan, il existe une multitude de fatwas disponibles en Europe, Oui, parfois contradictoires, ce qui peut créer une certaine confusion. absolument. Et c'est là que la jurisprudence de la citoyenneté entre en jeu. Oui. Elle propose une approche plus cohérente Mhm. et contextualisée qui Hmm. prend en compte la réalité des musulmans européens, mais aussi les valeurs de la société dans laquelle ils vivent. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change par rapport à l'ancienne approche de la jurisprudence des minorités? Eh bien, l'ancienne approche considérait les musulmans comme un groupe à part, Hmm. vivant en marge de la société majoritaire. La jurisprudence de la citoyenneté, au contraire, encourage une participation active à la vie publique tout en respectant les principes de l'islam. C'est une approche qui vise à concilier la foi et la citoyenneté, en quelque sorte. Exactement. Et l'un des exemples les plus concrets de cette approche, Hmm. c'est la question du regroupement des prières. Oui. Surtout dans les régions de haute latitude où les horaires traditionnels deviennent difficiles à suivre. Ah oui, la fameuse question des longues journées d'été et des nuits courtes en hiver. Comment est-ce qu'on détermine l'heure de la prière dans ces conditions? Alors, Beramdan décrit 3 types de régions, en fonction de la latitude et de l'impact sur les horaires de prière. D'accord. Dans certaines régions, le soleil se couche très tard en été, Oui, ce qui rend la prière d'Isha presque impossible à accomplir avant minuit. et j'imagine qu'en hiver, c'est l'inverse. Le soleil se lève très tard, ce qui pose problème pour la prière des Fajr. Tout à fait. Face à ces difficultés, certains savants ont proposé d'utiliser la méthode de l'estimation relative pour déterminer les heures de prière. Hmm. Concrètement, cela revient à se baser sur les horaires d'une ville située plus au sud, Oui. où les heures de lever et de coucher du soleil sont plus proches des normes traditionnelles. Donc si je comprends bien, si j'habite à Oslo, je pourrais regarder l'heure de la prière à Paris pour me donner une idée de l'heure à laquelle je dois prier. C'est l'idée générale, oui. Certains savants s'appuient sur le hadith du Dajjal pour justifier cette méthode. Le hadith du Dajjal. Pourriez-vous nous rappeler ce que dit ce hadith? Ce hadith évoque une période de 40 jours où le temps sera déformé, avec des jours qui dureront comme des années ou des mois. Le prophète a conseillé à ses compagnons d'estimer l'heure de la prière dans cette situation exceptionnelle. Mais est-ce que ce hadith est vraiment applicable au contexte des latitudes élevées? Après tout, les conditions dans ces régions ne sont pas temporaires, comme dans le hadith du Dajjal, Oui, mais permanentes. c'est justement la critique que formule Beramdan. Oui. Il estime que ce hadith ne peut pas servir de base pour justifier l'estimation relative dans le contexte européen. En plus, utiliser l'estimation relative pourrait créer des différences d'horaire de prière entre les musulmans d'une même ville, ce qui n'est pas idéal pour l'unité de la communauté. Exactement, et cela ne prend pas en compte les réalités de la vie quotidienne des musulmans européens. Beramdan propose une autre solution, n'est-ce pas? Oui, il défend le regroupement des prières du Maghrib et de l'Isha comme solution plus pratique et plus adaptée à la réalité européenne. Voilà, qui est intéressant. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette solution et sur les arguments de Beramdan? Avec plaisir. Mais avant de plonger dans les détails, j'aimerais souligner que le regroupement des prières est une pratique autorisée en islam dans certaines situations, comme en voyage ou en cas de pluie. Ah oui, je me souviens de ces cas de figure. Beramdan s'appuie sur des hadiths qui montrent que le prophète lui-même a combiné des prières, même en dehors de ces situations, pour alléger la difficulté pour sa communauté. C'est donc une pratique qui a des fondements solides dans la tradition islamique.
Mais en quoi est-ce que c'est une solution particulièrement adaptée aux musulmans européens? Beramdan met en avant plusieurs arguments pour justifier cette approche. Il souligne d'abord que l'islam est une religion de facilité, qui ne veut pas imposer de difficultés aux croyants. C'est un point important car on a parfois tendance à oublier cet aspect de l'islam. Tout à fait. Le Coran et la Sunna insistent sur le fait que Dieu ne veut pas nous surcharger. Beramdan rappelle d'ailleurs que le prophète sallam encourageait la modération et mettait en garde contre l'excès de rigorisme. Donc, combiner les prières, c'est aussi suivre l'esprit de la sunna, en s'adaptant aux circonstances pour éviter la difficulté. Exactement. C'est une manière de vivre sa foi sereinement, sans se créer des obstacles inutiles. Et cette approche est d'autant plus pertinente dans le contexte européen. Justement, j'allais vous demander pourquoi, en quoi la situation des musulmans européens est-elle particulière? Les musulmans européens vivent dans des sociétés organisées différemment, avec des rythmes de vie parfois incompatibles avec des horaires de prière très tardifs. Par exemple, prier à minuit passé peut poser des problèmes pour le travail, les études, la vie de famille. Oui, c'est vrai. Imaginez une famille avec des enfants qui doivent se lever tôt pour aller à l'école ou des parents qui travaillent le lendemain. Oui, Attendre minuit pour prier Isha, ce n'est pas vraiment tenable. exactement. Et c'est là que le regroupement des prières devient une solution intéressante. En combinant Maghrib et Isha, on peut prier plus tôt, ce qui facilite la vie des familles et permet de concilier la pratique religieuse avec les contraintes du quotidien. Donc c'est une solution qui prend en compte à la fois les principes de l'islam et les réalités de la vie moderne en Europe. Absolument. Et ce n'est pas le seul argument avancé par Beramdan. Il développe une réflexion plus large qu'il appelle la jurisprudence de la citoyenneté, qui repose sur 6 approches complémentaires. Intéressant. Pourriez-vous nous en dire plus sur ces 6 approches? Avec plaisir. Mais je crois qu'on arrive au bout de notre première partie. Oui. On reprendra notre exploration dans le prochain épisode. Impatient de deuil sang. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Bon, on s'était arrêté sur cette idée que le regroupement des prières pouvait être une solution pratique pour les musulmans européens confrontés aux défis des hautes latitudes. Oui, et comme je le disais, Beramdan va plus loin en proposant 6 approches qui constituent ce qu'il appelle la jurisprudence de la citoyenneté. Et c'est justement ce qui m'intéresse. On a vu que la première approche mettait l'accent sur la facilité et l'adaptation aux circonstances. Oui. Quelles sont les autres misées? Alors la deuxième approche concerne l'espace public. Beramdan souligne que les mosquées, en tant que lieux de culte ouverts au public, doivent respecter les normes et les lois de la société. Oui, c'est important de prendre en compte le voisinage et d'éviter les nuisances sonores, surtout tard dans la nuit. Exactement. Tenir des prières jusqu'à des heures très tardives peut générer des tensions avec le voisin et donner une image négative de l'islam. Alors que l'islam encourage justement le respect de l'ordre public et la bonne entente avec les autres. Tout à fait. Cette deuxième approche nous rappelle que la pratique religieuse ne doit pas se faire au détriment du bien-être de la communauté dans son ensemble. Et la troisième approche? La troisième approche concerne la préservation de la famille. D'accord. Beramdan souligne l'importance de concilier la pratique religieuse avec les rythmes de vie d'une famille moderne. Ah oui, c'est vrai que prier très tard le soir peut être compliqué pour les familles avec enfants. Imaginez des parents qui travaillent et des enfants qui doivent se lever tôt pour aller à l'école. Attendre minuit pour prier Isha peut créer de la fatigue et perturber le rythme familial. Alors que le regroupement des prières permet de prier plus tôt et de passer plus de temps en famille. Exactement. Beramdan rappelle d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam déconseillait de veiller tard après la prière d'Isha. Il préférait que les croyants profitent de la nuit pour se reposer et se préparer pour la journée à venir. Ce qui rejoint l'idée que l'islam encourage l'équilibre entre les besoins spirituels et les réalités de la vie quotidienne. Estache. La quatrième approche est plus éthique. L'approche éthique. En quoi est-ce que ça concerne le regroupement des prières? Eh bien, Beramdan rappelle que la religion n'est pas seulement un ensemble de règles, mais aussi un système de valeurs et de principes moraux. Oui, on a tendance à l'oublier parfois. Et parmi ces valeurs, il y a la coexistence bienveillante avec autrui, qu'on soit musulman ou non. Ah oui, c'est un principe fondamental de l'islam. Et Beramdan fait un lien intéressant avec l'histoire de l'islam. Il rappelle que lorsque l'islam s'est répandu dans le monde, il a toujours respecté les spécificités culturelles des différents peuples. Oui, on le voit dans l'architecture, les traditions, la gastronomie. Exactement. L'islam a su s'adapter aux différents contextes tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Alors, dans cette perspective, le regroupement des prières en Europe, c'est une manière de poursuivre cette tradition d'adaptation et d'ouverture. Tout à fait.
C'est une manière de vivre sa foi en harmonie avec son environnement social et de contribuer au bien commun. C'est une vision très positive de l'islam en Europe. On passe à la 5e approche maintenant, Oui, l'approche économique qui met l'accent sur la préservation des biens publics. la préservation des biens publics. Intéressant. Je vois le lien avec l'économie, mais en quoi est-ce que ça concerne le regroupement des prières? Beramdan souligne que l'islam encourage la gestion responsable des ressources et condamne le gaspillage. Ah oui, il y a les versets coraniques qui parlent de ça. Et il applique ce principe aux mosquées, qui sont souvent financées par des fonds publics. Laisser les mosquées ouvertes jusqu'à très tard dans la nuit engendre des coûts supplémentaires en électricité et en chauffage. Effectivement. Alors que regrouper les prières permet de faire des économies d'énergie et de mieux gérer les ressources de la communauté. Exactement. C'est une manière de concilier la pratique religieuse avec une gestion responsable des biens publics. Et on arrive à la 6e et dernière approche, Oui, l'approche environnementale. l'approche environnementale. C'est une perspective assez moderne. Je suis curieuse de voir comment Beramdan la relie au regroupement des prières. Eh bien, il rappelle que l'islam nous encourage à respecter la nature et à préserver l'équilibre de la création. C'est vrai. Le Coran parle de la terre comme d'un dépôt confié à l'homme. Et Beramdan souligne que le gaspillage d'énergie, quelle que soit sa forme, va à l'encontre de ce principe. Donc en regroupant les prières et en fermant les mosquées plus tôt, on réduit notre impact sur l'environnement. Exactement. C'est une manière de vivre sa foi en harmonie avec la nature. C'est d'une vision très inspirante. On voit que la jurisprudence de la citoyenneté ne se limite pas à une simple question d'horaire de prière. Tout à fait. Elle propose un nouveau cadre pour penser la place de l'islam dans la société européenne. C'est une approche qui prend en compte les réalités du monde moderne, tout en restant fidèle aux principes fondamentaux de l'islam. Oui, et c'est ce qui la rend si pertinente pour les musulmans d'aujourd'hui. On a exploré en détail les 6 approches de Beramdan. Oui. C'est vraiment fascinant de voir comment il construit son argumentation. Oui, c'est un travail très riche et stimulant. Beramdan ne s'arrête pas là. Il aborde aussi des questions plus précises concernant le regroupement des prières. Ah oui, il me semble qu'il évoque d'autres cas de regroupement. Oui, Par exemple, celui des prières de Dur et Assar en hiver. tout à fait. En hiver, l'intervalle entre ces deux prières est très court dans les pays où Isha est retardé en été. Oui. Beramdan s'appuie sur des hadiths et des avis juridiques pour montrer qu'il est permis de regrouper Dur et Assar dans ce cas. C'est intéressant. Donc même dans ces situations plus spécifiques, la jurisprudence de la citoyenneté peut offrir des solutions pratiques pour faciliter la vie des musulmans européens. Exactement. Mais on arrive à la fin de cette deuxième partie. D'accord. Dans la troisième et dernière partie, on abordera d'autres cas spécifiques de regroupement des prières et on essaiera de tirer quelques conclusions de cette exploration. Super. J'ai hâte de poursuivre cette discussion avec vous. On a vu que le regroupement des prières du Maghreb et de l'Isha pouvait être une solution pratique pour les musulmans européens vivant sous des latitudes élevées. Et on a exploré les 6 approches de la jurisprudence de la citoyenneté qui soutiennent cette idée, mais Beramdan aborde aussi d'autres cas spécifiques de regroupement, n'est-ce pas? Oui, tout ça. On a déjà évoqué le cas du regroupement des prières de Dur et Assar en hiver quand l'intervalle entre les deux est très court. Et il me semble qu'il parle aussi du regroupement en cas de pluie ou de neige abondante. Exactement, dans ce cas, il s'appuie sur l'école juridique malikite qui autorise et même recommande de regrouper Maghrib et Isha. Ah oui, c'est intéressant de voir comment les différentes écoles juridiques de l'islam peuvent offrir une certaine flexibilité pour s'adapter aux conditions particulières. Oui, et c'est important de rappeler que l'islam n'est pas un système rigide et immuable. Il y a une marge de manœuvre pour interpréter les textes et trouver des solutions adaptées aux différents contextes. Et pour le regroupement des prières, y a-t-il des conditions particulières à respecter? Par exemple, est-ce qu'il faut obligatoirement formuler l'intention de regrouper les prières avant de commencer la première heure? Là encore, l'école malikite offre une certaine souplesse. Selon cette école, l'intention peut être formulée pendant la première prière, voire même après. D'accord, donc on n'est pas obligé de se dire « j'ai l'intention de regrouper Maghrib et Isha » avant de commencer la prière de Maghrib. On peut formuler cette intention plus tard si besoin. C'est bien ça. Et ça montre que l'islam cherche à faciliter la pratique des croyants sans pour autant les enfermer dans des règles trop strictes. Et qu'en est-il de l'ordre des prières? Est-ce qu'on doit obligatoirement prier Dur avant Assar et Maghrib, avant Isha, même si on les regroupant?
Oui, l'ordre des prières est important. C'est l'avis de la majorité des écoles juridiques. On ne peut pas inverser l'ordre des prières, même en cas de regroupement. Ok, c'est clair. Et la continuité entre les deux prières. Est-ce qu'on peut faire une pause entre les deux prières regroupées? L'école malikite préconise de prier la deuxième prière immédiatement après la première, sans interruption. Prolonger une courte pause pour l'ikama ou pour refaire ses ablutions est possible, mais pas plus. Donc si je regroupe Maghrib et Isha, je prie Maghrib, puis j'ai une courte pause pour l'Ikama des Isha, et je prie Isha directement après. Exactement. L'idée est de maintenir un lien entre les deux prières, de montrer qu'il s'agit bien d'un regroupement et non de deux prières distinctes. C'est logique, et pour finir, j'aimerais qu'on parle des prières surrogatoires et du witr. Est-ce qu'on les prie avant ou après le regroupement de Maghrib et Isha? Ramdan rappelle que les prières surrogatoires de Maghrib et Isha se prient après Isha, même en cas de regroupement. Donc, je prie Maghrib, puis Isha, puis les prières surrogatoires et le witr. Pour le witri, il y a plusieurs avis. Les malikites recommandent de prier le witr après la disparition complète du crépuscule, tandis que les chafiites et les hanbalites autorisent de le prier directement après Isha. Et dans le contexte du regroupement dû aux latitudes élevées, quelle est l'option la plus adaptée? Ramdan penche pour l'avis des chafiites et hanbalites qui permet de prier le witr immédiatement après Isha. Cela permet de conclure la prière plus tôt, ce qui est plus pratique dans ce cas précis. Voilà qui est clair. Merci pour toutes ces précisions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question du regroupement des prières. Oui, je pense qu'on a abordé les points essentiels. Le travail de Ramdan est très complet et offre une réflexion approfondie sur cette question en s'appuyant sur les textes religieux, les avis des savants et les réalités des musulmans européens. C'est une approche qui allie rigueur et ouverture d'esprit et qui montre que l'islam peut s'adapter aux défis du monde moderne sans renier ses principes fondamentaux. Absolument, la jurisprudence de la citoyenneté est une invitation à repenser la place de l'islam dans la société européenne en favorisant une intégration harmonieuse et une participation active à la vie publique. C'est un message important qui, j'espère, inspirera les musulmans européens et contribuera à une meilleure compréhension de l'islam dans nos sociétés. J'espère aussi qu'il est important de continuer à réfléchir et à débattre de ces questions afin de trouver des solutions qui permettent aux musulmans de vivre leur foi pleinement et sereinement, tout en étant des citoyens engagés et responsables. Merci beaucoup pour cette discussion éclairante. J'espère que ce deep dive a permis à nos auditeurs de mieux comprendre la question du regroupement des prières et les enjeux de la jurisprudence de la citoyenneté. Merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir de partager ces réflexions avec vous et vos auditeurs. À bientôt pour un nouveau deep dive.